Alors, je vais me présenter. Donc, vous souvenez, Louay Jafar. Alors, malgré mon prénom qui vient de Moyen-Oriental, je suis algérien, Chaoui. C'est important de le préciser. Je suis ingénieur en génie industriel, donc pas informaticien. Rien à voir. J'ai fait de la génie mécanique. Et quoi encore? Et donc, je ne suis pas informaticien. Je ne suis pas publicitaire. Voilà, je suis quelqu'un qui sort de l'industrie. J'ai fait des études d'ingénierie. Et donc, a priori, je ne suis pas la bonne personne pour parler de ça. Mais je pense qu'avec le temps, je suis devenu un entrepreneur. Et en fait, c'est cette expérience d'entrepreneuriat que je viens de partager. Créer une entreprise, c'est une aventure. Et je pense qu'un entrepreneur, s'il n'est pas passionné, pas la peine. Parce qu'on parlait de revenus, développeurs et tout ça. Je reviens à un autre cas, parce que là, en fait, c'est juste un retour d'expérience. C'est vraiment pas une conférence genre théorique. Ou là, si on n'était pas passionné par ce qu'on fait, on aurait abandonné, soit avant de lancer, parce que personne n'y croyait, soit 2 ans après, parce qu'on voit le pizzeria Walid Houma qui s'en sort beaucoup mieux, soit 4 ans après, parce qu'on vient nous racheter à un prix au rabais, et puis après, on voit que ça commence à marcher, donc on se dit, on a bien fait de résister. 4 ans, c'est long. C'est long, c'est 4 ans avec des revenus limités, voilà. Donc, si on n'est pas passionné, je pense qu'il vaut mieux ne pas le faire. Donc ça, c'est pour moi très, très important. Ça, c'est une partie de l'équipe. Aujourd'hui, on est 50 employés. Pourquoi je les affiche? Parce que, en fait, c'est une réussite collective. C'est pas mon travail, ni celui de mon associé, parce qu'on est 2 à travailler sur ce projet. C'est une réussite collective. Alors, ils sont tous très jeunes, et la majorité, ils ont fait leur job la première fois chez nous. C'est-à-dire que quand on lançait, en 2006, les connexions Internet, c'était 128 kilos. Enfin, je pense qu'on ne pouvait pas parler d'ADSL. Donc, trouver des commerciaux qui vendent des services en ligne, Macanouche existait. Trouver des marketeurs qui font ça en ligne, il n'y avait pas. Trouver des développeurs autour de technologies web, il n'y avait pas. Trouver des designers web, il n'y avait pas. Et donc, tous ceux qui étaient chez nous faisaient ce job pour la première fois. Et donc, ça m'amène sur la première question. Donc, un entrepreneur est bien sûr quelqu'un de passionné, mais c'est quelqu'un qui ne connaît pas tout et qui est prêt à apprendre en faisant. Et c'est pour ça que j'ai commencé par introduire que, en fait, moi, quand on a eu Ma'a Tariq, donc mon associé, had l'idée, bon, lui, il était du domaine, par contre, c'était notre force. Je ne savais pas ce que c'était un pixel. Par contre, je savais à quoi servaient les sites web, et donc j'étais un fervent utilisateur d'Internet. Je pense que je me suis inscrit à LinkedIn en 2005. Donc, je suis comme les early adopters des technologies. Donc, voilà. Donc, c'est plus l'aspect utilisateur. Alors, la règle numéro 1, qui me semble intéressante, c'est avoir la bonne idée chez les bonnes personnes au bon moment. Pardon. La deuxième fois que je voulais casser 2 mythes, en fait. Le premier mythe, c'était que je n'étais pas informaticien. Et le deuxième mythe, c'est qu'on a eu plein d'échecs. Et on a fermé 3 entreprises et 4 sites web. Et voilà, plein d'échecs. Donc c'est important de dire, c'est pas parce que ça fait bling bling comme ça de montrer une réussite. Voilà. Non, c'était plein d'échecs depuis le début. Hein. Donc ça c'était important de dire et surtout de dire qu'on a fermé des entreprises. C'est des décisions difficiles, mais on l'a fait. Donc les bonnes idées, c'est les bonnes personnes au bon moment, parce que ça la tenna. Et parce que on a eu l'idée, on est parti voir notre banquier, on est passé par l'enseigne. Et donc le banquier, l'anecdote, je la raconte tout le temps, donc et donc le banquier me disait Internet et tout, maintenant, il n'était pas convaincu. Comment on pouvait vendre un service professionnel sur Internet? C'était pas logique. Et l'image qu'il avait d'Internet, pour moi, c'est les jeunes et chatter pour la drague et tout ça. Donc pour lui, c'était ça Internet. Et donc il se voyait mal financer un projet qui allait vendre des prestations aux entreprises. Et on est parti le voir 10 fois, ok, je vous l'accorde, parce que l'État a un fonds au fait, de garantie qui lui permet de prendre des risques. En gros, il chipotait, il devait nous financer. Ça a pris 9 mois. Donc,
Les bonnes idées, parfait, chez les bonnes personnes, parce qu'il faut vraiment en avoir envie. Et au bon moment, des fois, ça peut être trop tôt. Et nous, je me souviens, c'était légèrement trop tôt, mais on avait trouvé une astuce pour vivre, je pense encore un an et demi. C'est qu'en fait, comme on a lancé plein de sites, on a développé cette expertise de faire des sites et on l'a fait pour des clients. Pour leurs sites, ils nous payaient, on investissait cet argent dans nos sites. Donc, qui sont emploitique.com, formation-des-z.com, kharja.com, laqiba.com qu'on a fermé, algeribiz.com qu'on a fermé, webidé.com qu'on a fermé. Voilà, donc plein. Donc, on a développé une expertise sur ça et voilà, donc on faisait un peu du financement interne. Donc, c'était trop tôt et il y a plein de sites qui se sont lancés comme nous à cette époque et qui n'ont pas continué. Donc, trouver la bonne idée, ça se travaille. Parce que ça ne tombe pas du ciel. Il y a des techniques un peu pour chercher les bonnes idées. Être la bonne personne, ça se travaille. On peut travailler sur ça. Au bon moment, ça ne se travaille pas. Parce que c'est le moment, il est là, et puis on ne le maîtrise pas. Alors du coup, si c'est trop tôt, il faut trouver des moyens de survivre. Ça sera le moment. C'est ce qu'a fait Twitter. Voilà, ils ont attendu, je ne sais pas, 5, 6 ans 6 ans avant de s'introduire en bourse. Ou si c'est trop tard, il faut que ça soit vraiment différent des concurrents. En tout cas, Hadi, c'est ce qui me semble la règle numéro 1. La règle numéro 2, c'est... parce que la deuxième fois que je viens ici, les projets sont souvent portés en solitaire. Et là, on a trouvé notre équilibre en équipe. Je ne sais pas, après ça dépend des personnes, du projet. En tout cas, même si le porteur de projet est seul, je pense savoir s'entourer, c'est vraiment la deuxième chose la plus importante. Je préfère avoir des gens qui croient au projet, même s'ils ne sont pas assez compétents, qu'avoir des gens hyper compétents, mais qui ne croient pas au projet. Hadou, c'est des mercenaires, et de toute façon, Dieu, ils vont 2-3 mois, par contre, les gens qui croient au projet, eux, vont rester. Salut Riyad, l'un de nos partenaires avec lequel on travaille depuis 2009, il vient à l'entreprise, il voit toujours les mêmes personnes, mais bien sûr avec de nouvelles têtes, mais je pense que trouver les bonnes personnes et les garder, franchement c'est très difficile. Là on a de la chance, c'était un site de recrutement, donc bon, voilà, donc disons qu'on était les cordonniers bien chaussés. Mais malheureusement pour tous les entrepreneurs, je pense que c'est la première qualité, c'est savoir s'entourer. Et j'ai lu Hadik Mara une enquête américaine, mais je pense qu'il peut s'appliquer ailleurs, qui disait que les chefs d'entreprise passaient 70% de leur temps à trouver et garder les meilleurs. Donc ils font de la RH en gros. C'est énorme. Et là, on passe beaucoup de temps là-dessus. Troisième point, franchement, je ne crois pas au hasard. Et se lancer Hakdabark, je pense que ce n'est pas très bien. Alors, soit se lancer sur un gros projet, et puis, malish, on s'en fout de la partie revenu, parce qu'il est tellement gros qu'il y aura toujours des investisseurs qui viennent financer le temps que ça prenne. Bon, il y a des consultants aujourd'hui qui peuvent aider, mais je crois beaucoup en des choses très simples. Là, ce qu'on avait fait, parce que c'était un retour d'expérience, et je ne vais pas montrer comment faire une étude de marché. Là, donc, notre site, c'était un site d'annonces d'emploi. Donc notre marché, c'est les annonces d'emploi, tous médias confondus. On avait pris en 2005, tous les jours, on prenait le journal et on avait calculé combien dépensaient les entreprises pour afficher leurs annonces. Bon, finalement, le marché, c'était ça. On a calculé la taille, on s'est dit, ah, parfait, si on a 10%, ça ferait de notre entreprise une entreprise rentable. Donc finalement, si on avait vu des consultants marketing, ils nous auraient sorti des trucs très complexes, des études de marché qu'on aurait payé très cher. Bon, on avait fait Wahad là, et puis ça tenait bien la route. C'est une méthode qu'on applique toujours. Donc, finalement, des choses simples, mais bien réfléchies. Troisième point, oui, une start-up, c'est une entreprise. Parce que, bon, on a beau être passionné, prendre du plaisir, croire en son projet, là, c'est une entreprise, elle est là pour générer de la valeur. Mais allez, si cette valeur n'est pas monétisée, j'ai ressorti le cas de Twitter, comme c'était le cas de Facebook, comme c'est le cas de plein d'autres entreprises, Candy Crush, qui m'a donné voilà, c'était gratuit, je pense, pendant un bon moment.
Mais il faut en être conscient. C'est-à-dire que dire, moi je lance un projet et je sais que pendant les 3 premières années, je ne vais pas, ça ne va pas me générer des revenus, mais ça va générer d'autres choses qui ont de la valeur. De la donnée, de la connaissance du marché, des partenaires, de la technologie, si on développe une techno et tout ça. Donc ça c'est parfait, mais voilà, il faut en être conscient. Donc, à terme, il faut qu'il y ait des sources de revenus. Je sais que c'est tabou en Algérie, et tout, mais si vous voulez vous développer, payez vos salariés, il faut bien avoir de l'argent. Donc c'était important. Bon, je ne l'ai pas mis en premier, parce qu'on ne parle pas de pizzeria, parce que si c'était un projet de pizzeria ou de la supérette, je n'aurais pas parlé ça en deuxième, avec l'idée et l'étude de marché. Là, j'ai mis quand même en quatrième, mais c'est quand même important. Et juste pour revenir à mobile, parce que j'étais, franchement, félicitations pour la présentation, j'étais vraiment impressionné. Et je confirme cette tendance qui va arriver très vite. Là, comme 2 données importantes. Une donnée. En 2005, non, je dis n'importe, c'est trop vieux. L'année 2013, la moyenne, enfin, le visiteur qui nous venait de device mobile était de 5% de notre audience. C'est peu. 5%, on ne fait rien. Le dernier trimestre 2013, l'audience terre employée qui nous venait des devices mobiles est montée à 7%. Donc progression de 50% en 3 mois. On a mesuré ça il y a quelques jours. Le premier trimestre 2014, l'audience qui nous vient des mobiles est passée à 10%. Donc on passe de 5 à 10% en moins de 6 mois. Et on pense que d'ici la fin de l'année, on sera autour de 20%. Et pourra arriver, je pense, très vite à 30-40%. Donc ça renseigne quand même de, je ne sais pas si vous souhaitez des chiffres sur le marché, ça arrive très très vite. En fait, on a, je pense, l'un des rares pays au monde, enfin, c'est spécifiquement un pays développé, on voit développement, pardon, et pas un pays développé. En fait, on a un taux de pénétration mobile extraordinaire. Par contre, Internet très très faible. Donc, les futurs internautes seront sur le mobile, mais chez en Europe, même en ailleurs. Et je pense qu'il y a bientôt, il va y avoir Jay-Z, bon, je ne sais pas ce qu'ils sont sponsors, mais c'est bien. Je pense que quand ils vont arriver avec leur 3G, ça va bouleverser le marché, ça va encore baisser, et tout ça fait que les futurs internautes algériens seront mobiles. Et ce n'est pas futur dans 5 ans, on parle d'1 an, 2 ans. Alors, nos confrères dans d'autres pays, par exemple la Turquie, en fait, ils ont donc le site emploi qui s'appelle Career. Ils ont 40% de ceux qui postulent à leur site utilisent un téléphone portable. C'est énorme. Je pense qu'on va les rattraper rapidement. Et donc, pourquoi j'ai dit ça avec le revenu? Parce que du coup, en fait, vous travaillez sur quelque chose et rapidement, les gens qui utilisent votre produit utilisent d'autres moyens et ce n'est pas adapté. Et donc, il faut débourser de l'argent pour leur développer des choses, des applications mobiles hein, pour correspondre aux nouveaux usages. Et puis en même temps, les nouveaux usages, c'est des nouvelles opportunités de business. J'espère qu'on le confirmera dans quelques semaines. Oui, donc ça c'est une expérience personnelle. L'inverse peut être vrai. Hein, donc ne pas mettre tous les œufs dans le même panier. Là, c'était notre cas, mais parce que c'était notre stratégie de survie. On savait qu'on n'allait pas survivre avec juste emploitique.com et donc on a trouvé d'autres moyens pour survivre. Et comme le contraire peut être complètement vrai, c'est-à-dire au lieu de me disperser, moi je me concentre sur un truc. Le moyen, il faut que ça soit assumé et préparé. Comme je vous l'ai dit, voilà, on a lancé plein de choses, ça nous a permis vraiment, autour les 3 premières années, on pouvait qu'au moins financer les salaires et les développements internes. Ça, c'est le taureau qui se dit je vais l'avoir ce bout de chiffon. Oui, comme le l'abattoir. Alors, ça, c'est vraiment, je pense que le plus grand. En fait, c'est la plus grande qualité et le plus grand défaut d'un entrepreneur. C'est d'être têtu. Après, à un certain moment, quand on prend trop de coups, il faut peut-être s'avouer à son échec ou là que son idée ne tient pas la route. On a tous suivi donc dès qu'on a une idée, on ne la partage pas. Moi, je pense au contraire, quand on a une idée, il faut la partager au maximum. Parce que sinon, on ne pourra pas savoir si ça marche ou pas. Donc, l'opinion des autres, c'est... Bon, sincèrement, je n'ai pas de conseil à dire que, à part quand on est trop têtu, on peut passer à côté de bonnes remarques. Et si on écoute tout,
on peut passer à côté d'un bon projet qu'on avait. Donc, c'est toujours une question de mesure. Hein. Exactement. Voilà, l'exigence. Et moi, en fait, j'adore parler de ce slide avec les gens à la marketing et la communication, parce qu'on a, comme Anna et mon associé, on est des ingénieurs, donc pour nous, tout se mesure. Même le bonheur, tu as les employés dans notre entreprise. Ça se mesure et on compare d'année en année, c'est vrai. Et par contre, quand on a de la tchatch et qui me parle d'image de marque et de l'autorité, si ce n'est pas mesurable, sincèrement, j'y crois pas trop. Donc, c'est pas que j'y crois pas, les concepts sont là, bien sûr, mais idéalement, mesurer les choses, quoi. Parce que, pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est en cours de route, on a abandonné plein de choses parce qu'on avait les moyens de les mesurer et que les gens qui nous ont vus abandonner ça, ils nous disent « Oh, c'est extraordinaire ». Attends, comme un exemple, je rencontre des gens qui nous disent « Kharja.com, c'est extraordinaire, vous êtes très riche ». Voilà. Alors que tu viens, je partage avec toi nos revenus. En fait, il y a... Partager en finance. Non, en finance. Viens, si tu partages avec moi les coûts. Si tu partages les coûts, je partage les... on a un site qui est comme ça, une bonne notoriété, mais en fait, qui ne génère pas de revenus. Et les gens, ils pensaient que c'était... Tout le monde, je pense, c'est pas un secret que je vous donne, hein. C'est un site de culture, loisirs, divertissement, et le marché en Algérie est petit. Et là, en fait, on l'a fait par passion, en fait, pour nous, parce qu'on voulait sortir. C'était principalement pour nous, et c'était pour une petite niche de personnes. Et que finalement, il n'y a pas de marché pour ça, et qu'on avait basé notre modèle sur la pub. Hein, et donc finalement, comme c'est une minorité de personnes, les annonceurs ne viennent pas. Et bon, aujourd'hui, on a trouvé un petit moyen de financer le site, mais c'est plus une sorte de... Comment dire Voilà, exactement. Voilà, c'est exactement. C'est une passion, c'est une sorte d'hobby pour nous. Donc, mesurez tout ce que vous pouvez. Ça, c'est... Alors, je pense que la majorité ici sont des gens de la techno, donc c'est bien. Mais justement, la remarque s'adresse à eux. Parce que souvent, ils ne mesurent pas la bonne chose. Et c'est vraiment comment on peut appeler ça? Les a priori. Voilà. Les a priori. Et quand on discute avec nos ingénieurs, ils disent non, en fait, quand on discute de fonctionnalité, d'ajouter un bouton ou un champ, souvent dans nos discussions, ils basent leur avis sur leur vécu ou leur façon d'utiliser le produit. Alors qu'ils ne sont pas du tout l'utilisateur type du site. Et malware, on a instauré cette culture de la mesure. Et aujourd'hui, donc, avant de dire si ça marche ou pas, on mesure. Et on fait un ciblage et ça marche comme ça pour telle personne et pas comme ça pour d'autres. Voilà, donc ça paraît un peu théorique, mais ça me semble être un bon conseil. L'essentiel, je pense que je suis arrivé au 7e. Voilà, donc prendre du plaisir. Parce que la route est très, très, très longue. Et que si on ne prend pas du plaisir à faire ce qu'on fait, on va être aigri, on va être super critique et on va finir par abandonner. C'est pour ça que je disais tout à l'heure par rapport à nos amis qui parlaient de modèle économique, on a vu plein de projets super capotés parce que ça ne rapportait pas et les gens carreau et voilà, donc ils abandonnent. Trouver le moyen d'avoir toujours du plaisir à faire ce qu'on fait, même si l'entreprise grandit. Parce qu'en fait, on avait un esprit start-up quand on était 2 employés. Aujourd'hui, on n'est plus vraiment dans la phase start-up parce qu'on a un modèle économique bien établi et tout ça. Mais dans l'esprit des gens et surtout de nos employés, on est une start-up. Et ça fait partie un peu de la culture d'entreprise. Et c'est comme ça que les gens prennent du plaisir dans le travail. Donc, c'est très important de maintenir ça pour ne pas fermer. Parce que, encore une fois, on peut être... les raisons pour être pessimiste sont beaucoup plus nombreuses que les raisons pour être optimiste, sincèrement. Et si on n'y croit pas vraiment, on est découragé très facilement. Hein. Donc pour moi, c'est vraiment très très important de la partie AD. Il faut aimer. Il faut aimer, voilà. C'est important. Et voilà, je crois que ça peut être décourageant parce que vous allez voir plein d'autres projets
qui sont dans l'import-import, qui fonctionnent bien, les gens gagnent bien leur vie et tout. Et avec mon associé, on se dit, mais chauffe, il importe de l'électroménager, des copains hein, qu'on connaît, il importe, il distribue finalement. Et donc on était un peu jaloux parce que voilà, quand vous regardez, vous, je ne sais pas, 8 ans après, vous êtes toujours locataire, alors que vous dites normalement, chef d'entreprise devrait gagner plein d'argent, acheter son appart. Non, ce n'est pas le cas. Le rythme de vie, ce n'est pas le même et tout. Donc vous êtes jaloux, vous êtes obligé de vous comparer. Et ce qui se passe, c'est qu'on s'est rendu compte avec mon associé que finalement, on ne savait pas faire. C'est des métiers qui paraissent faciles, mais au fait, qui demandent d'autres compétences qu'on n'a pas. Donc il faut accepter ça et que chacun finalement travaille là où il peut apporter de la valeur. Donc moi je me vois mal importer dans les tracas bureaucratiques, la douane, on va distribuer, circuit formel, informel, gérer le cash. Voilà, c'est d'autres compétences qu'on n'a pas. Et ce n'est pas pour diminuer leur valeur, c'est juste que dire chacun fait ce qu'il sait faire. C'était très dur les 3, 4, 5 premières années, mais aujourd'hui, alhamdoulilah, on a 50 employés qui sont très bien payés, qui ont des salaires en moyenne haute du marché. C'est pour ça qu'ils restent d'ailleurs. Et non, ça finit par marcher. C'est ça, c'est le temps. Est-ce qu'on n'attend pas? Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Merci beaucoup. Et puis voilà, si vous voulez que je réponde à des questions, regardez bien. Le choix difficile, c'est quand vous lancez un projet R&D et qui dure 1 an et qu'il a un retard de 6 mois, mais que vous gardez quand même. Il y a des connaisseurs, donc je pense qu'il y en a beaucoup qui sont dans ce cas. Voilà, donc je pense que les choix difficiles, on en a tous les jours. Hein, pas... Il y en a forcément un qui a été plus douloureux que les autres. Ah, bah écoutez, les échecs sont toujours difficiles. Hein, donc tous les projets qu'on a fait, qu'on a fermés, j'aurais aimé les voir réussir comme Hada. Quoi. Donc je pense que c'est principalement ça. Hein. Mais sincèrement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'en parle peut-être avec un peu de nostalgie, mais ça ne nous a pas beaucoup affecté. Parce qu'en fait, quand vous avez une réussite ailleurs, vous dites, OK, ça compense. C'est-à-dire que vous tournez vite la page. Mais c'est vrai que, alhamdoulilah, on n'a pas vécu genre un échec avec une espèce de blackout total où il n'y avait rien. C'est-à-dire qu'on avait des échecs, mais entre autres, il y avait des réussites. Donc... Ça, l'esprit des startups. Exactement. Il faut rebondir vite. Voilà, il ne faut pas tarder pour rebondir. Question. Merci Louay pour la présentation. Voilà, donc toi en termes, enfin en étant expert, c'est-à-dire dans le RH, dans votre portail, c'est-à-dire intervient, quelles sont les méthodes ou quelles les méthodes que vous préconisez à mettre en œuvre pour que l'employé reste le plus longtemps possible? C'est-à-dire, vous avez parlé sur la séparation d'un collaborateur. Est-ce que vous avez mis une stratégie dans ce sens? Ou est-ce que vous pensez qu'il n'y a que le salaire qui compte? Est-ce qu'il y a d'autres mécanismes pour cela? Là, notre entreprise, on fait une croissance en moyenne de 50%. Je pense qu'il est juste de la répartir sur les gens qui l'ont créé. Et puis le truc, c'est que quand vous créez de la valeur et que la personne part, parce qu'on est en fait sur notre type de... On est dans la prestation de service. Donc tout est lié aux personnes. Donc si vous perdez les personnes, franchement, quel est le marque? Et moi, le plus gros problème que j'ai vu dans les entreprises, c'est qu'en fait, on ne se rend pas compte de la chose qu'on a. Exemple, vous recrutez un employé, en 1 an, 2 ans, il évolue énormément. Mais vous, parce que vous l'avez recruté junior, vous avez toujours l'image d'un junior, même quand il négocie avec vous les salaires. Ça, c'est un très grand défi. Parce que s'il se mettait sur le marché, il aurait plus. Donc, ce qui est important, c'est toujours évaluer donc, ce qui va bien par rapport au marché. Donc ça, il faut payer les gens correctement. Mais ce n'est pas la première. D'ailleurs, récemment, on a fait une étude sur ce que veulent les candidats dans un emploi. Hein, et avec un échantillon quand même important de 3000 personnes de toutes les réserves. Là, notre turnover est très 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 important, mais parce qu'on a de nouvelles personnes. Donc on a un turnover de 50% à peu près. Ça ne veut pas dire que 50% est rojo, non. Ça veut dire que 50% de nos employés en moins d'1 an. Parce que l'année Fathadourt, on était 30, lui, on est 50. En moins d'1 an? Ouais. Aujourd'hui, J, l'entreprise, 50%. Je crois que l'année Fathadourt, on était 30 employés. Donc là, on est 50. Donc si tu calcules le turnover, sans qu'il y ait de départ, on est autour de 40%. Moi, je reviens au côté plus personnel.
Donc, qu'est-ce qui a changé vraiment dans ta vie? C'est-à-dire, en devenant entrepreneur? Ah oui, je voulais casser 3 mythes. Non, sérieusement. Parce que c'est pour dire que je n'étais pas informaticien. Le troisième, en fait, c'est pour dire que je suis avec mon associé quelqu'un de très timide, pas du tout commercial, et donc a priori, je n'avais pas le profil entrepreneur, genre winner, ouais, voilà, on gagnait. Franchement, non, pas du tout. Donc ça s'est construit mal. Donc c'est ça le troisième mythe. Ça a changé ça, en fait. Je pense que ma personnalité a changé. Quand on est entrepreneur, on n'est jamais tranquille. Parce qu'on est non, je pense que plus sereine, pas plus sereine, plus clair des choses. C'est-à-dire qu'on arrive à lire les événements, on anticipe, voilà, plus facilement. Et je pense que j'ai appris un nouveau métier auquel je n'étais pas du tout destiné. C'est le métier que je pratique aujourd'hui, donc de gestionnaire. C'est pour ne pas utiliser un mot manager, bon, voilà, de gestionnaire, parce qu'il faut gérer des projets, des hommes et une entreprise. Le métier, je ne le connaissais pas du tout avant. Donc, je pense que c'est ça ce qui a changé. Et puis ma personnalité, je pense qu'elle a changé aussi. Salam alaikum. Je suis là. Bon, je vais faire une intervention technique. D'abord, je vous remercie pour... Non. En fait, c'est juste des conseils. Tout d'abord, je vous remercie pour votre présentation. Et franchement, ça donne envie de travailler chez vous. Autre chose, c'est que bon, je suis un chef d'entreprise et par moment, j'essaie de consulter votre application pour voir éventuellement s'il y a des gens qui peuvent répondre à nos besoins. Et j'ai constaté un petit problème. Et en fait, quand on clique sur l'application, ça prend beaucoup de temps. Donc le chargement, mais en général... Mobile, oui. Et celle, en l'occurrence, celle que vous avez sur iOS, l'application iPhone, et ça met beaucoup de temps à charger. En fait, ce que je vous propose, c'est de faire passer le chargement à une autre phase. Donc, vous laissez le screenshot démarrer rapidement, on accède à la page d'accueil, et quand on essaie de faire une requête, c'est là où il y a une attaque vers la base de données. Ou... En fait, on travaille sur une nouvelle version. Je pense qu'elle va sortir d'ici fin mai. Oui, en fait, le temps de téléchargement est très raccourci. Parce que la première application, avant la 3G. Donc, ce qu'on voulait, c'est que les gens, dès qu'ils ont le Wi-Fi, ils annonces d'emploi, après, ils enregistrent des alertes. Mais parce qu'il n'y avait pas la 3G, donc ça répondait à un besoin particulier. Aujourd'hui, quand la 3G, alhamdoulilah, donc on est en train de développer une nouvelle version qui télécharge donc, ce que vous avez fait. Voilà, donc tout d'abord, merci pour la présentation. Machallah, on sent bien la fibre entrepreneur. Donc moi, je voulais savoir, vous aviez dit que quand vous étiez lancé au tout départ, donc la fréquentation du web en Algérie était assez basse, et donc voilà, pour faire connaître une solution dans le web sans y passer. Par exemple, moi j'ai connu votre site en allant taper emploi Algérie sur Google, donc voilà. Donc alors moi je voulais savoir quels sont les canaux de communication que vous avez utilisés au départ pour faire connaître votre solution sans justement passer par le web. Donc pour vous dire la vérité, le fait que la taux de pénétration du web au début n'était pas très importante, c'était plutôt un avantage. Je vais peut-être vous surprendre. Parce que en fait, Internet est un média un peu élitiste. Et donc, en 2006, de dire que ce n'est pas tout le monde qui peut accéder à Internet, c'était parfait pour nous. C'était principalement les cadres et c'était le marché sur lequel on voulait se positionner. Donc les entreprises ont rapidement vu. C'est-à-dire qu'ils préféraient mettre une annonce à Adna avec l'audience de départ, c'était 1000-2000 visiteurs jour. Ils préféraient mettre une annonce à Adna avec 1000-2000 ciblés que de la mettre sur le Khabar avec 100 000 pas ciblés. Donc on revient. Donc du coup, les entreprises, dès le début, ont vu l'intérêt de ça. 1, 2. Et il y a une sorte de phénomène de boudonnage. Tous ceux qui sont dans les annonces sur Internet disent la même chose. Il y a plus vous avez d'annonces, plus vous avez des gens qui vont les voir, plus vous avez d'autres gens qui vont déposer parce que d'autres l'ont vu. En fait, l'équilibre est très important à maintenir. Donc là, on a fait grossir la chose doucement. Donc au début, on a utilisé quelque chose parce que comme c'est une belle histoire, on pense que c'est une belle histoire. En tout cas, comme on est passionné, on arrive à transmettre de la passion. On a eu les médias et la presse qui ont vraiment joué dessus et qui nous ont énormément aidés. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, vraiment, on est très très reconnaissant. Une pub gratuite extraordinaire.
Ensuite, on a eu plein de partenaires qui ont cru en nous et qui ont accepté de donner et recevoir plus tard. Donc on a participé à des salons sans payer, on a offert des bannières même si elles ne ramenaient pas beaucoup de visiteurs. Voilà. Et donc c'était un peu du bricolage, on n'avait pas, au lancement on n'avait pas de budget com important. Ceci dit, ce qui était différent avec les autres entrepreneurs qui avaient lancé des business similaires, c'est que là on a lancé notre entreprise comme une entreprise. C'est-à-dire qu'avec mon associé, on s'était réparti les rôles, donc on a plutôt front office, donc toute la partie gestion, business development et tout ça, ou à plus la partie back office, donc plutôt techno. Et donc on avait des gens de l'administration, des commerciaux. C'est que dès le début, on s'est organisé comme une entreprise. Alors que les confrères étaient organisés comme des informaticiens, et donc pas beaucoup de connaissances sur le marché, ils ne savaient pas combien ils devaient vendre. D'ailleurs, beaucoup ont proposé des services gratuits pendant 3 ans, pensant que c'était comme ça qu'ils avaient récupéré des parts de marché. Finalement, ils ont disparu. Donc, non, on n'avait pas. Les budgets pubs évoluent. Franchement, on n'avait pas. Oui. C'est bon. Pardon, juste merci vraiment aux médias. Ils nous ont aidés. J'aimerais revenir à votre métier, le recrutement. Vous avez parlé du recrutement des étapes. Avant, c'était via les journaux, maintenant via les sites Internet. J'aimerais savoir quelles sont les tendances dans le monde entier du recrutement, comment ça se passe, quels sont les nouveaux outils, etc. Une deuxième question. Quel est le prochain projet ou là sur quoi vous travaillez? Parce qu'aujourd'hui, bon, il n'y a plus dans la presse, parce que la presse, finalement, ce n'est pas leur corps métier, ils gagnent de l'argent ailleurs. Mais surtout que là, je vous parle de la partie visible de l'iceberg. C'est-à-dire qu'en Algérie, on n'a pas la culture de l'annonce d'emploi et c'est en train de venir. Donc le plus gros est à venir. Donc, les tendances, en fait, il y a une tendance de fond très importante. C'est dans le marché de l'emploi, il y a 3 acteurs majeurs. Les sites, les cabinets et aujourd'hui les réseaux sociaux. Et en fait, l'arrivée des réseaux sociaux a chamboulé complètement les choses. Parce qu'au début, LinkedIn disait non, nous on est un réseau social. Finalement, LinkedIn, c'est un site emploi. Ni plus ni moins, 50% de leurs revenus sont tirés des produits liés au recrutement. Donc, on ne va pas trop philosopher là-dessus. Donc LinkedIn arrive avec un nouveau concept, avec un CV que tout le monde peut voir, sur lequel vous ne pouvez pas trop mentir parce que tout le monde le voit, et pas très cher. Par contre, il vous offre un accès à des candidats, ce qu'on appelle le recrutement, passif. C'est-à-dire que les gens qui sont sur LinkedIn, ils le sont plus pour l'image de marque, pour se montrer, et ils ne sont pas en recherche active. Aujourd'hui, les sites emploi, ça reste flemmanda parce qu'on fait, en fait, ce que je vous dis, c'est ce qu'on retient de la dernière conférence. En fait, on fait partie d'une alliance qui regroupe 130 pays, qui regroupe les plus grands sites emploi dans le monde. Donc, ce que je peux vous dire, c'est des tendances mondiales. Et donc, les sites emploi continuent, malgré l'arrivée de LinkedIn, Viadeo, qui paraissent très gros. C'est le seul outil qui peut vous donner aujourd'hui un accès immédiat à une population de demandeurs d'emploi actifs, donc qui viennent, qui postulent. Donc, et ce qui s'est passé, en fait, LinkedIn, pendant 5 ans, a essayé de nous berner avec son réseau professionnel, et qu'aujourd'hui, il se positionne clairement. J'ai vu, parce que comme c'est des sociétés cotées en bourse, ils sont des bilans trimestriels, donc on peut voir, et vous voyez, 47 ou 50% de leurs revenus, c'est tiré du recrutement. Donc finalement, les réseaux sociaux, ce jobboardise devient job board, si j'ai inventé un mot. Je l'ai vu sur Internet, je ne l'ai pas inventé. De l'autre côté, nous, les job boards, on a constaté une vague extraordinaire de réseaux sociaux, donc qui chamboule complètement le paysage d'Internet. Et nos confrères, il y a deux mentalités. La première, il y en a qui disent LinkedIn, donc les réseaux sociaux, c'est nos concurrents, il ne faut surtout pas s'y frotter. Et il y en a qui sont comme nous, qui disent Internet, enfin les réseaux sociaux, c'est la nouvelle façon de consommer Internet. Donc c'est une vague, et en tant que surfeur, je ferais mieux. Elle est tellement immense, il vaut mieux la prendre que donc l'affronter. Et donc nous, finalement, on tire profit de LinkedIn, parce que nos candidats peuvent postuler avec le profil LinkedIn. Nos clients sont contents, ils ont des CV, on a un clic. Nous, on est contents, on récupère la base de données, et tout le monde est content. Donc nous, on utilise les réseaux sociaux. Et le troisième, j'en ai pas parlé, les cabinets chasseurs de tête. Il y a 5 ans, leur valeur ajoutée, c'était vous donner accès
à une base de données. Parce que, moi je recrute dans tel secteur de telle personne, on a le réseau, on connaît. Parce qu'il n'y avait pas de réseau. Aujourd'hui, accéder à un réseau, à une base de données, ce n'est plus ça la valeur. Parce que les sites emploi le proposent et LinkedIn le propose. Donc finalement, les prestataires, les intermédiaires, voient aussi leur métier changer. C'est-à-dire que leur valeur ajoutée, ce n'est plus vous donner des CV, mais vous conseiller sur la personne, son niveau de rémunération, comment il faut faire pour la fidéliser, l'accompagner et tout ça. Et donc finalement, les métiers changent. Donc les réseaux sociaux gagnent de l'argent avec les job boards. Les job boards profitent des réseaux sociaux et mettent un peu les pieds dedans. Il y a des tentatives par-ci par-là. Et les cabinets de recrutement voient leur métier aussi changer de la CV au conseil. Même si au début, bien sûr, tout le monde dit conseil, mais en fait, ils donnaient des CV. De bons CV, bien sûr, parce qu'ils les trouvaient. Mais... Donc, et ça va continuer à changer parce qu'en fait, les équilibres ne sont pas encore établis. Nous, on observe de très près. Et les projets sur lesquels on travaille, c'est sur ça. Voilà. Bon, je ne peux pas en parler plus, mais c'est pour répondre à ce changement très rapide entre l'arrivée des réseaux sociaux, la mobilité, et voilà. Donc, en gros, ça joue sur ce terrain-là. Bah, vous avez tout dit, c'est ce que je peux vous confirmer. C'est vrai. Vous avez posé la question, apporté la réponse. Ce qu'on observe sur le marché, c'est que la partie, puisqu'on est avec des gens de la techno, la partie hard est valorisée autant que la partie soft. Je m'exprime. C'est qu'avant, on recrutait principalement sur le savoir-faire. Aujourd'hui, le savoir-être, ce que vous appelez donc intelligence émotionnelle, hein, donc savoir-être, savoir interagir avec les gens et tout ça, a autant d'importance que le savoir-faire. C'est-à-dire que si je prends quelqu'un de très compétent, mais qui me perturbe mon équilibre de l'entreprise, qui n'arrive pas à s'intégrer, franchement, rien de makalla. Ou du moins, il dit sur des projets. Donc oui, c'est une tendance, je veux dire, généralisée. Hein. Oui. Et c'est pour ça qu'elles n'arrivent pas à recruter. C'est-à-dire qu'on est sur un marché... justement avec tout le copain qui fait de l'import. Il s'est étonné. Je ne sais pas comment vous bossez. Parce que moi, les gens ont besoin d'un truc, moi je l'importe. L'Allemand, il le fabrique, moi je le mets. Mais vous, les gens ont besoin d'un truc qui n'existe pas, parce que lui aussi, il recrute. En fait, on est sur un marché très tendu. Les entreprises ont des besoins énormes, et c'est vrai qu'on a beaucoup de chômeurs, mais qui n'ont pas le profil demandé par les entreprises. Donc on est sur une logique un peu perverse, c'est malheureux de le dire. On est sur une logique de minorité courtisée, majorité ignorée. C'est le marché de l'emploi, c'est ça. Ou 20-80, voilà, 20-80. Je pense que c'est une bonne présentation pour toute personne qui veut se lancer dans la création d'une start-up ou d'un projet, c'est quelque chose d'assez motivant. Donc moi c'est, comme le vient souligné, mes partenaires de Plastic, et je voulais justement raconter cette petite expérience, juste pour revenir aux différents numéros qu'a très bien expliqué Louay. Nous en fait, moi je suis Bouziani, manager de Alania, on est pour les solutions CRM. Quand je suis parti voir en Plastic en 2009, on avait un an et demi de création, on leur a présenté la solution. À l'époque on avait 5 ou 6 clients. Ce que je veux dire en fait, c'est que l'OEI et son associé avec, ils ont cru en nous. Actuellement, on a près de 100 clients, on est à la version 5. C'est qu'il faut aussi faire confiance et croire aussi dans ses partenaires. Donc pas uniquement croire dans son projet, mais avoir ce flair en fait de croire dans ses partenaires. C'est pas uniquement le fait de choisir de grandes solutions ou voilà donc. Avoir ce flair aussi dans ses partenaires, et il y a pas mal de compétences ici en Algérie sur lesquelles on peut compter dessus. Voilà. Oui. Pour nous, si on avait tous les moyens à Daklouart, je ne sais pas dans quelle configuration on a travaillé. On aurait pris Palak s'il était disponible et qu'on avait beaucoup de moyens, ce qui est impossible. Il y a Sugar CRM, voilà. Mais on avait quelqu'un de disponible qui écoutait, parce qu'on a demandé des milliers de modifications. Et que doucement, en fait, c'est-à-dire qu'après, on a devenu, par exemple, c'est vrai que c'est très important. On est sorti du partenariat client-fournisseur. Là, c'est-à-dire que on
on discute ensemble parce qu'on est un super utilisateur de ton CRM. Hein. Donc nous, je pense qu'on l'utilise à 80-90% de ses potentialités. C'est rare généralement dans le monde du logiciel parce qu'on l'a vu grandir et donc ça, c'est vrai que c'est très important. Et vouloir tout faire en interne, c'est peut-être... on a fait des fois de l'erreur, c'est vrai. On a eu à faire de l'erreur de vouloir tout faire en interne. Parfois, il faut accepter de gagner moins, mais avoir des prestataires qui travaillent sur un cœur métier. On avait donc un ingénieur qui nous a dit « Ah non, Ayan Delcom V-Tiger », donc qui est un CRM open source, pas besoin d'Alania et tout. Mais ok, un employé n'est pas payé au résultat. Un prestataire, si. Donc on a fait le bon choix d'aller plutôt sur un partenariat et de dire, on n'est pas une SS2I, on n'est pas des produits CRM, ce qu'on sait faire, c'est de l'annonce d'emploi en ligne, donc tout le reste, il faudrait bien s'entourer. Et ouais, c'est vrai que c'est un point très important. Et l'erreur, c'est de vouloir tout faire en interne. Voilà. Et juste la patience, en quel numéro? La bourse, Inch'Allah. Aujourd'hui, il travaille sur, parce que la bourse d'Alger, donc là, il prépare Jay-Z bientôt, et lui, il vient d'introduire. Il y a quelques boîtes qui vont être lancées. Je pense que si notre bourse devient comme la bourse de Casa ou de Arbat, et que dans 3 ans, elle est ouverte aux PME, franchement, pourquoi pas? Mais aujourd'hui, Mazal. Je pense que ce n'est pas fait pour nous. En fait, quand on gère un pool donc, de talents, on les organise différemment. Il y en a qui, je ne sais pas si j'ai pas de tableau, mais si on fait un graphe, disponibilité sur le marché et valeur ajoutée. Ou la rareté, machine disponibilité. Donc, s'ils sont rares et ils ont beaucoup de valeur, Hadou, c'est le patron qui doit s'en occuper. S'ils sont rares et qui n'apportent pas beaucoup de valeur, pas très important. S'ils sont très disponibles et ils n'apportent pas beaucoup de valeur, pas important. Mais en tout cas, ceux qui sont rares et qui apportent beaucoup de valeur, c'est très important. Donc, Hadou, en fait, quand les gens ont le marketing, ils ont le marketing relationnel. Okay, donc ça, c'est le top of the top. Une entreprise qui gère des relations avec ses consommateurs, les clients. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans je te vends, tu me vends, mais voilà. Ils ont trouvé la parade des réseaux sociaux, voilà. Les gens donnent leur avis, c'est très bien. Donc. Et je pense que dans le recrutement, on devrait aboutir à quelque chose comme ça. C'est-à-dire que si tu dis, moi, ce qui est critique pour moi, c'est telle catégorie, telle communauté, il faudrait que je me rapproche de cette communauté. C'est-à-dire que si elle est les écoles, il faut y aller. Si elle est les incubateurs, il faut y aller. Si elle est sur des groupes spécifiques sur les réseaux sociaux, il faut les traquer. Et c'est comme ça qu'il faut y arriver. C'est-à-dire que je pense qu'il faut utiliser tous les moyens. Et juste ne pas se disperser. Parce que là, on les voit, je vois nos recruteurs. Parce qu'on a 90% de notre activité, elle est online. Et 10% elle est offline. On fait ce type de conseils aux entreprises. Et je vois, des fois, les recruteurs, ils sont sur LinkedIn. Ils invitent tout le monde. Donc, c'est-à-dire que si vous suivez tout le monde, vous ne suivez personne parce que vous allez être saturé de bruit. Par contre, si vous dites, moi, c'est telle communauté qui m'intéresse, qui c'est les gens le mobile et l'intelligence artificielle, on va suivre Hadou plus précisément. Et donc, voilà, donc il faut là où ils sont, donc sur les réseaux sociaux. Après, est-ce qu'il y a un outil particulier? Non, franchement, il n'y en a pas. Et surtout l'outil particulier qui te dit quand tu places ton offre au bon moment, tu ne sais pas parce que les gens ne donnent pas leur état d'âme facilement. Genre une bourse. Voilà. En tout cas, on peut dire qu'à recruter pendant la GRA 2.0, beaucoup de personnes. L'âme li fat, oui, c'est vrai. Oui, l'âme li fat, exactement. Et ça fait pas. Oui, ça, tu lui donnes la réponse. Donc, on vient chasser ici. Je sais ce que les publicitaires ont le top of mind. C'est-à-dire que il faut que tu sois présent dans l'esprit des gens. Le jour où ils veulent acheter un shampoing, نروح نشري shampoing. Soit j'ai vu la pub عجبتني, soit je mal positionné pour parler. Je ne sais pas pourquoi j'ai parlé de shampoing. Si je veux acheter une boisson,
Le publicitaire appelle ça top of mind. C'est-à-dire comment être tout le temps chez les gens, présent dans leur esprit, le jour où il y a l'acte d'achat. Voilà. Donc c'est pareil pour les entreprises. C'est pour ça qu'on parle beaucoup d'image d'employeur. Et quand on dit, en fait, souvent, il y a une sorte de perversion, on pense que c'est une affaire de moyens. Que l'image employeur, il faut acheter des polos à tout le monde, et il faut faire de la pub, mettre des annonces à tout va et tout ça. Et non, en fait, l'image employeur, c'est juste que la personne, si jamais elle pense changer d'emploi, idéalement, elle viendrait t'appeler. Et donc, tu peux aider les gens, lier des relations avec eux, d'une façon régulière. Ça prend du temps, mais ça va t'économiser de l'argent pour que le jour où ils aient envie, ils t'en parlent. Soit en confidence, soit en proposition de service. C'est ça. Non, mais franchement. Un conseil gratuit, tu l'as eu. Non, parce que ça paraît facile, mais franchement, c'est très très difficile à mettre en œuvre. J'idéalise un peu comme ça, mais par exemple, encore une fois, aujourd'hui, quand tu me parlais des projets, en fait, voilà, il est autour de 3 choses. Hein. Donc les réseaux sociaux, la mobilité et la meilleure connaissance de nos utilisateurs, donc l'intelligence artificielle. Et donc, on travaille sur ces 3 projets-là. C'est des profils qu'on peut trouver, soit des gens en fin d'études, et c'est pour ça qu'on est ici, on a les universités, on voit les gens. Sur mes applications, moi, que je code, je dispose de différentes statistiques, du nom, prénom, adresse email, âge, préférence, localisation, enfin avec d'autres statistiques. Sinon, pour une question pour le monsieur, j'aimerais savoir, pour les projets que vous avez dû abandonner, quel était le potentiel de visites par jour et quel est celui de employés? Le nombre de visiteurs n'a rien à voir. Parce que je peux être sur une application ou un site qui a très peu de visiteurs, mais les visiteurs en ont besoin. Ça peut être, je ne sais pas, une application par exemple, les appels d'offres. Les gens qui achètent les appels d'offres, c'est peut-être quelques centaines. Donc le modèle économique est basé sur la pub. En tout cas, la pub va vers l'audience et non pas vers la qualité de l'audience. Donc si le modèle est purement pub, je vous dis, il faut qu'il y ait une audience phénoménale pour que ça marche. Type Webknee, c'est tout ça. Et si le modèle est autre que pub, il ne faut pas s'attendre à beaucoup de choses. En tout cas, pour répondre à votre question, je serais les politiciens, je ne réponds pas aux questions. Les sites qu'on a abandonnés, on ne les a pas abandonnés pour des raisons d'audience. Et bon, Kharja, on ne l'a pas abandonné parce qu'il vit toujours, mais l'audience Taou, elle est fassif, 10 000 jours et Haka Kimadurka, 5 000 à peu près. Framdan, ça peut dépasser les 10 000 parce que les gens sortent beaucoup. Donc il y a une saisonnalité. Et en pratique, on est je sais pas, autour de 30 000 à peu près jour. Et ce que je voulais dire, c'est que nos revenus publicitaires représentaient 30% de nos revenus en général. On n'était pas du tout rassurés. Parce que déjà, c'était concentré sur 4 ou 5 clients. Si vous perdez un, c'est la catastrophe. Et alhamdoulilah, Dorka, parce qu'on a développé autre chose, et ça représente, je pense, moins de 5%. Aujourd'hui, c'est vraiment un qui relève le beurre sur les épinards. Mais ce n'est pas l'essentiel de nos... C'est-à-dire que si tu ne peux pas avoir de l'audience, franchement, mieux vaut ne pas trop... C'est-à-dire si c'est un business qui ne crée pas d'audience, il faut absolument que ta valeur soit ailleurs.